grâce à la collaboration d'Hydro-Québec, de la Banque nationale, du ministère de l'Éducation du Québec et du gouvernement du Canada, cette série nous permet d'explorer notre passé et de découvrir nos origines. Je jure que j'abhorre du fond de mon cœur et que je déteste et abjure comme étant impie et pleine d'hérésie cette doctrine et maxime affreuse que les princes qui sont excommuniés ou privés de leur royaume ou territoire par le pape ou par aucune autorité du siège de Rome peuvent être détrônés ou mis à mort par leurs sujets ou par d'autres personnes quelconques. Je déclare que je crois qu'il n'y a pas dans le sacrement de la Sainte Seine de notre Seigneur Jésus-Christ aucune transsubstantiation des éléments de pain et de vin, ni dans le moment de leur consécration, par quelque personne que ce soit. Les années 1760 marquent un tournant extrêmement important dans l'histoire du Québec. Il y a un changement d'allégeance. Les Canadiens passent d'une autorité française à une autorité anglaise. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a des changements qui vont arriver d'ordre politique, économique et social. Tous les historiens n'interprètent pas de la même façon les conséquences de la conquête. Il y a certes une opposition entre l'interprétation des historiens francophones et des historiens anglophones. Mais même chez les francophones, il y a aussi des divergences. La conquête, ni un commencement, ni un tournant décisif. Ceux qui n'ont pas renoncé aux légendes de leur enfance croient encore que la conquête fut un bienfait. Pour les uns, la conquête est quelque chose de bénéfique, mais pour d'autres, le début d'une longue catastrophe. Les 3 premières années qui suivent la conquête portent le nom de régime militaire. Comme on ne sait pas trop si le territoire va rester anglais ou va être rendu à la France, les envahisseurs ont ordre de ne pas se faire trop envahissants. On va essayer de maintenir à peu près les mêmes structures que pour la période précédente. On va faire appel à la milice à l'occasion, ça comprend toujours les hommes valides de moins de 60 ans. Chaque paroisse comprend 1 ou 2 compagnies composées de 50 à 80 hommes. Après la promesse de ne l'utiliser que pour la chasse pour nourrir sa famille, le milicien recouvre son fusil. Mais il sera un milicien étroitement surveillé. Conciliant ou non, pour tous, c'est la loi martiale. Les nouveaux maîtres sont partout. Ils pourchassent les malfaiteurs, administrent la justice, veillent à ce que tout fonctionne normalement, même le commerce. Ils fixent le prix du bois de chauffage pour empêcher l'inflation, car maintenant, tout est payé comptant, ce qui n'est pas pour déplaire aux habitants qui gardent un mauvais souvenir de la monnaie de carte. De nombreux soldats anglais logent chez l'habitant, ce qui favorise une promiscuité que tout le monde ne voit pas d'un bon œil. Certains curés n'aiment pas que leurs paroissiennes se libertinent avec les soldats anglais. Je te recommande, mon cher cœur, de bien prendre garde. Ne fréquente aucune compagnie sans les bien connaître, et surtout les Anglais. Car si j'entendais parler de toi comme l'on parle ici de toutes les filles et femmes de Montréal, j'aurais bien du chagrin. Le texte de capitulation de 1760 accorde au nouveau sujet une certaine liberté de religion. Il y a un problème. C'est que Monseigneur de Pontbriand, qui était l'évêque
de la Nouvelle-France, était mort au mois de juin 1760. Celui qui aspire à lui succéder, c'est le chanoine Briand, un personnage quand même assez coloré. Lui, il va trouver qu'il est important que l'Église se rapproche des conquérants. Au mois de février 1762, il émet un mandement dans lequel il évoque pour la première fois le côté providentiel de la conquête. Le Dieu des armées qui dispose à son gré des couronnes, nous ayant fait passer sous la domination de Sa Majesté britannique, il est de notre devoir, fondé dans la loi naturelle même, de nous intéresser à tout ce qui peut le regarder. Au lendemain de la conquête, le gros de l'élite dirigeante quitte le pays. Les administrateurs, les militaires français, de riches seigneurs et marchands retournent en France. Mais par contre, les membres du clergé vont demeurer ici. Mais il y aura une restriction. Les jésuites, les sulpiciens et les récollets n'auront plus le droit de faire venir de nouvelles recrues de France. D'autre part, les autorités religieuses demandent au gouverneur James Murray de voir à l'application des lois contre le blasphème, les jurements, l'adultère, la fornication, la polygamie, l'inceste, les imprécations, l'ivrognerie et la profanation du jour du Seigneur. Malgré tout, des Canadiennes ne craignent pas d'épouser un Anglais devant un ministre protestant. Quelques religieux vont même défroquer. Le traité de Paris, qui cède définitivement la Nouvelle-France à l'Angleterre, est signé au mois de février 1763. Dans le texte du traité, les Canadiens et les Français ont 18 mois pour choisir s'ils demeurent ici ou s'ils retournent en France. Passé cette date, ils seront considérés comme sujets du roi d'Angleterre et les contacts avec la France seront interdits. Qui reste ici? Comme l'historien Michel Brunet le fait remarquer, il ne reste plus que la petite bourgeoisie et le clergé. Désormais, ce sont eux, la petite bourgeoisie et le clergé, qui s'occuperont de la survivance du peuple canadien. Le traité fixe aussi les frontières de la nouvelle colonie. La France conserve les îles de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais elle n'aura pas le droit de les fortifier. Elle conserve aussi le droit de pêche sur les bancs de Terre-Neuve et aussi le droit de faire sécher ses poissons sur une certaine côte bien précise de l'île de Terre-Neuve. Pour empêcher que les Canadiens puissent avoir des relations avec les Français qui vont continuer quand même à vivre à Saint-Pierre-et-Miquelon et sur la côte de Terre-Neuve, on va amputer le Québec du Labrador et le rattacher à Terre-Neuve. On va aussi déplacer la frontière vers l'ouest et on va la fixer à peu près à la hauteur de l'île d'Anticosti. La région des Grands Lacs est déclarée territoire indien. La proclamation royale de 1763 stipule que toutes les terres qui n'ont pas été cédées à la Grande-Bretagne ou achetées par elle et qui font partie de l'Amérique du Nord britannique sont des terres réservées aux Amérindiens, soit près du tiers des terres de l'Amérique du Nord. Et ceux qui ne sont pas indiens doivent le quitter immédiatement. Ça va déplaire ça aux 13 colonies qui, de plus en plus, veulent occuper la région des Grands Lacs parce que la population est tellement nombreuse qu'on cherche de nouvelles régions à coloniser. Pour la première fois, la traite des fourrures devient libre. Les monopoles sont abolis, il suffit d'obtenir un permis des autorités pour l'exercer. Ce sont surtout des Anglais qui obtiendront ces fameux permis. Entre les années 1768 et 1784, les postes de traite expédient en Angleterre plus de 7 millions de peaux de bêtes. C'est surtout la méthode anglaise qui prédomine, car il faut établir des postes de traite et attendre que les Amérindiens viennent y vendre leurs fourrures. Les Canadiens ne sont plus vraiment des coureurs de bois, mais plutôt des voyageurs au service des grandes compagnies anglaises. Ils ont contribué à la fortune des magnats de la fourrure, tels les Frobisher, McTavish, Pond, Holmes et Nicolas Montour.
Au lendemain de la conquête, il n'y a pas de Canadiens qui vont songer à prendre des armes pour retourner à la France. Mais un Indien va le faire, c'est Pontiac, un chef Outaouais. Dans un discours, il veut galvaniser ses hommes. Le roi de France s'est endormi. Il se réveillera bientôt pour chasser les intrus qui saccagent les territoires de nos frères rouges. Nous ne recevons plus aucune provision. Les Anglais nous vendent leurs marchandises 2 fois plus cher et leur pacotille ne vaut rien. Frappons-les pendant qu'ils sont peu nombreux. Il y a eu un imbécile qui a continué à croire que les Français étaient importants et qui s'appelait Pontiac, de son vrai nom Obuondiag, celui qui peut arrêter l'ennemi. Et Pontiac, qui était probablement plus français que la plupart des Français de l'époque, ou des francophones d'ici, puisque eux se sont agrémentés facilement de la domination anglaise, alors que Pontiac s'était mis dans la tête. D'abord parce qu'il avait beaucoup de parents qui étaient mélangés et il croyait que les Français étaient plus sympathiques que les Anglais, qu'il avait combattu toute sa vie. Il avait combattu les Anglais au lac George sous Montcalm, il avait combattu Braddock, ce qui est aujourd'hui aux États-Unis, au sud des Grands Lacs. Mais c'est un homme qui croyait qu'il y avait une chose encore à faire et que les Français viendraient l'aider. Il a réussi à réunir à peu près, et on dit 20 nations, mais moi j'ai calculé 32 nations pour essayer de bouter dehors les Anglais en attaquant presque simultanément tous les forts des Grands Lacs. Le premier poste dont les Outaouais veulent s'emparer, c'est celui de Détroit. Par une trahison, le commandant de la place apprend que Pontiac et ses hommes veulent entrer dans le fort sous prétexte d'une visite officielle avec des armes cachées sous leurs habits. Ils ne le feront pas, ils devront se contenter de massacrer l'équipage d'un bateau. Les autorités anglaises vont songer à utiliser une arme bactériologique. Au mois de juillet 1763, le général Amherst écrit au colonel Bouquet, qui est un Suisse mercenaire au service des Anglais. N'y aurait-il pas moyen de communiquer la petite vérole aux tribus indiennes mécontentes? Nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition pour les anéantir. L'officier Bouquet lui répond: Je vais essayer de la répandre grâce à des couvertures que nous trouverons le moyen de leur faire parvenir. Aucun document ne prouve qu'on ait utilisé l'arme bactériologique, mais ce qui est sûr, c'est que les Anglais ont utilisé l'arme psychologique, la désinformation. Pour montrer à Pontiac qu'il n'a pas l'appui des Canadiens, les autorités anglaises lèvent un corps expéditionnaire uniquement francophone. 250 volontaires recrutés à prix d'or marchent vers les Grands Lacs. Trop tard. La paix revient en juillet 1766. Les Canadiens n'auront jamais combattu Pontiac. Un des premiers domaines où on verra les conséquences de la conquête, c'est celui de l'économie. Déjà avec l'armée étaient arrivés ici des marchands, des vivandiers, des fournisseurs, et parmi eux, Aaron Hart, considéré comme le premier juif à s'établir sur le territoire québécois. Maître de poste des Trois-Rivières, il deviendra un influent propriétaire terrien. Sa famille possédera plusieurs seigneuries et un de ses fils sera élu député en 1809. Il y aura aussi des marchands de la Nouvelle-Angleterre qui vont vouloir faire des affaires dans la colonie. L'historien Michel Brunet évalue qu'au cours de la première décennie qui suit la conquête, environ 100 de marchands vont s'établir dans la vallée du Saint-Laurent. Leur chiffre d'affaires sera beaucoup plus important que celui des marchands canadiens, car ils contrôlent tout le commerce extérieur. Et ils le contrôlent parce que tout ce qui est importé de l'Angleterre doit l'être sur des navires anglais. Pendant près d'un siècle, les relations directes, commerciales ou autres, entre la France et son ancienne colonie seront défendues. Des groupes de marchands anglais, mais surtout écossais, vont aller concurrencer la Hudson Bay Company dans la traite des fourrures du Nord-Ouest. On
On évalue à environ 300 le nombre d'officiers et de soldats d'un régiment écossais, le 78e Highlanders, qui vont choisir de s'établir dans la colonie et d'y faire souche. L'autre conséquence de la conquête, c'est l'impossibilité pour un Canadien catholique de devenir un employé du gouvernement. La raison? Le serment du test. Je déclare que je crois qu'il n'y a pas dans le sacrement de la Sainte Seine de notre Seigneur Jésus-Christ aucune transsubstantiation des éléments de pain et de vin, ni dans le moment de leur consécration, par quelque personne que ce soit. Il faudra attendre l'adoption de l'Acte de Québec en 1774 pour que disparaisse l'obligation de prêter un tel serment. On peut se demander comment, pendant ce temps, évoluent les 13 colonies. Bon, on a vu qu'elles avaient peu apprécié le fait que l'Angleterre ait décidé de faire des Grands Lacs un territoire indien. Mais il y a aussi d'autres mesures que l'Angleterre va prendre qui vont vexer les néo-angleteriens. Entre autres, une taxe sur le papier et aussi le fait qu'on ait cédé à une compagnie privée le monopole sur le thé importé. À ce moment-là, va naître, se développer l'idée de l'indépendance. Et pour tâcher de mater cette idée-là, l'Angleterre va adopter 5 lois qui sont des lois intolérables, entre autres la fermeture du port de Boston. Et la 5e de ces lois-là sera l'Acte de Québec. L'Acte de Québec, c'est une loi qui va donner à la colonie une nouvelle constitution. On l'appelle l'Acte de Québec tout simplement parce que depuis 1763, le territoire s'appelle The Province of Quebec. Par cette loi, le gouvernement britannique tente de convaincre les Canadiens de rester fidèles à l'Angleterre. Il supprime donc ce qu'il y avait d'irritant pour eux dans la proclamation royale. Pour amadouer le clergé, il lui permet de collecter à nouveau la dîme. On va aussi changer l'orientation de la tolérance face à la religion catholique. On avait dit auparavant, en autant que le permettent les lois de la Grande-Bretagne, or celles-ci ne permettent à peu près rien. L'Acte de Québec rattache à la province le Labrador, ainsi que la région des Grands Lacs et l'Ohio. Le territoire réservé aux Amérindiens s'en trouve fortement diminué. Enfin, le retour officiel aux lois civiles françaises, lois familières et ancestrales, plaît beaucoup à la population canadienne. Les lois criminelles anglaises sont maintenues et les Canadiens n'en sont pas mécontents. Parce que sous les lois criminelles françaises, quelqu'un qui est accusé est présumé coupable tant qu'il n'a pas réussi à prouver son innocence, d'où l'importance de l'alibi. Alors que, sous les lois criminelles anglaises, un accusé est présumé innocent et c'est à la couronne à prouver sa culpabilité. Pour certains historiens, l'Acte de Québec est la grande charte des droits des Canadiens français. Pour les futurs Américains, c'est une loi intolérable. Elle leur bloque l'accès vers l'Ouest et marque la reconnaissance du papisme tant détesté. Bientôt, dans les 13 colonies, les actes de violence contre l'armée anglaise se multiplient. Les autorités anglaises veulent compter sur le clergé catholique pour les événements qui s'annoncent. S'insurger contre l'autorité établie, c'est s'insurger contre Dieu, commettre un péché mortel et même mériter l'enfer. Mais les insurgés n'ont pas peur de l'enfer. Les escarmouches entre Anglais et coloniaux dégénèrent en véritable combat. Chaque camp fait appel à des alliés amérindiens. Une longue guerre civile commence. Les troupes fidèles sont victorieuses au début, mais les insurgés s'organisent et prennent l'initiative des opérations.
Et à l'automne de 1774, le Congrès envoie une lettre aux Canadiens les invitant à devenir la 14e colonie. Saisissez l'occasion que la Providence vous offre. Vous n'êtes qu'un très petit nombre en comparaison de ceux qui vous invitent à bras ouverts à vous joindre à eux. Un instant de réflexion doit vous convaincre qu'il convient mieux à votre bonheur de vous procurer l'amitié des peuples de l'Amérique septentrionale que de les rendre vos implacables ennemis. Les Canadiens dans leur ensemble se méfient de pareilles invitations, même si certains marchands anglais de Montréal ne cachent pas leur sympathie pour la cause américaine. Ils digèrent mal le contenu de l'acte de Québec qui reconnaît aux Canadiens leur religion, leurs droits civils, en somme, tout ce qui forme la base d'un peuple distinct. Les Américains trouvent que les habitants de la province de Québec ne répondent pas assez rapidement à l'invitation du Congrès. Ils décident donc, tout simplement, d'envahir la province de Québec. Comme d'habitude, il y aura deux armées. Une qui descendra le Richelieu pour attaquer Montréal, pendant que l'autre descendra la rivière Chaudière pour se diriger vers Québec. À la mi-novembre 1775, Montréal va capituler et devenir une ville américaine, et ce, presque sans combat. Quant à Québec, ça sera une autre affaire. Malgré des escarmouches le long du parcours contre des troupes britanniques, l'autre armée parvient dans la région de Québec début novembre. Au lieu de réveillonner, les Américains se lancent à l'assaut de Québec dans la soirée du 31 décembre 1775, en pleine tempête de neige. On peut se demander pourquoi. C'est que bon nombre de leurs soldats voyaient leur contrat expirer à minuit. Mais Québec, quand même, va avoir à subir un siège de la part des Américains. Ce siège va se terminer avec l'arrivée de renforts anglais. Les renforts arrivent au printemps. Face au célèbre régiment du Hesse-Hainaut, composé de rudes mercenaires allemands, les Américains rentrent chez eux. Certains Canadiens avaient pris les armes pour les Américains, malgré les menaces de privation de sépulture ecclésiastique pour ceux qui mouraient les armes à la main. Avant même l'arrivée des insurgés, l'évêque Briand avait rappelé le devoir de fidélité. Fermez, chers Canadiens, les oreilles, et n'écoutez pas les séditieux qui cherchent à vous rendre malheureux. Portez-vous avec joie à tout ce qui vous sera commandé de la part d'un gouvernement bienfaisant qui n'a d'autre vœu que vos intérêts et votre bonheur. Peu de temps après, Briand écrit à un curé: « On dit de moi, comme on dit de vous, que je suis anglais. Je suis anglais, en effet. Vous devez l'être aussi. Mais ni moi, ni vous, ni eux ne doivent être de la religion anglaise. » Si à la fin de l'invasion américaine, la majorité des Canadiens va se rallier à la cause anglaise, c'est beaucoup plus à cause des renforts que la suite des interventions du clergé. Il y a vraiment des Canadiens qui ont joué sur deux plans. Par exemple, au fort du Saint-Maurice, on n'hésitera pas à vendre des boulets aussi bien à l'armée anglaise qu'aux envahisseurs américains. Dans une paroisse de la côte du Sud, il y aura des fils qui iront se battre contre leurs pères, les fils étant pour les Américains et les pères étant demeurés fidèles à l'Angleterre. Comme on le voit, la division est apparue chez les Canadiens. Il y aura maintenant des gens qui seront pour telle chose et d'autres qui seront contre. Il y aura des gens qui sont plus près des autorités anglaises et d'autres qui seront beaucoup moins. Et cette attitude double, on va la retrouver maintenant tout au long de notre histoire.
La déclaration d'indépendance des États-Unis ne signifie pas que la guerre entre les révolutionnaires et l'armée anglaise soit terminée, loin de là. George Washington prend le commandement personnel des troupes. Les combats s'intensifient et dureront encore 5 ans. En 1781, l'armée américaine, soutenue par les troupes de Louis XVI, remporte une victoire décisive. L'armée anglaise capitule le 19 octobre 1781 avec les honneurs de la guerre. C'est le grand triomphe des Américains. Aux États-Unis, tous ne sont pas contents de voir les 13 colonies accéder à l'indépendance. En 1783, par le traité de Versailles, l'Angleterre reconnaît officiellement l'indépendance des États-Unis et leur cède tous les territoires qu'elle possède au sud du Canada. Le Québec perd l'Ohio et une partie de la région des Grands Lacs. Il y en a qui veulent demeurer fidèles au roi d'Angleterre. Ils vont donc quitter les États-Unis, il y en a environ 30 000, pour venir s'installer dans les colonies anglaises d'Amérique du Nord. La victoire acquise, les républicains, c'est-à-dire les partisans de l'indépendance, chassent les sujets restés fidèles à l'Angleterre. C'est l'exode. Les loyalistes sont victimes de représailles et privés de leurs droits les plus élémentaires. Ils évitent les régions habitées par les Canadiens. Ils s'établiront à l'ouest de la seigneurie de Vaudreuil, dans ce qui est maintenant l'Ontario. Ils iront aussi au sud-est de Montréal, dans ce qui deviendra The Eastern Townships, les cantons de l'Est. À peu près 7 000 d'entre eux vont venir dans la province de Québec. Ils vont arriver ici avec l'auréole du martyr. Et là, ils vont commencer à faire des revendications. Ils vont dénoncer les lois civiles. Ils vont vouloir avoir les lois civiles anglaises. Ils ne sont pas contents du régime seigneurial. Ils vont demander des territoires qui ne sont pas soumis à ce régime-là. Ils vont, en somme, essayer de chambarder l'administration de la province de Québec. Mais à quel point vont-ils réussir à chambarder le gouvernement de Québec? C'est difficile à répondre à cette question parce qu'au Québec, il y avait certaines régions où les loyalistes étaient importants dans les cantons de l'Est ou dans la Gaspésie, mais en général, la plupart des anglophones au Québec n'étaient pas loyalistes. Et je trouve qu'il existe un certain mythe au Québec. Il y avait une grande émigration loyaliste, mais en fait, les loyalistes ont joué un rôle très, très minimal. Minime pour les uns, mais pas pour les autres. Ça change toute la structure du Canada. Ça met les Québécois dans une position vers une infériorité numérique. Ça donne une énorme push à tout ce qui peut être l'idéologie de la communauté anglophone. Les loyalistes amènent avec eux pas seulement une base très forte dans tout ce qui peut être la culture britannique dans le sens mondial du terme, mais aussi ils amènent une dévotion au fait d'être britannique. Je trouve que le rôle était assez faible parce que parmi les anglophones, la plupart des gens ont fait l'immigration directement de l'autre côté de l'Atlantique. Ce n'étaient pas les immigrants qui ont croisé la frontière des États-Unis. En 1791, le loyaliste Gilbert Ayotte, ses frères et quelques associés obtiennent la concession du canton d'Ascot, le premier à être concédé dans cette partie du territoire.
Ils vont vouloir s'établir à l'ouest de la dernière seigneurie, c'est-à-dire celle de Vaudreuil. Et là, ils vont donner naissance à une nouvelle colonie qui sera plus tard l'Ontario. Il y a aussi une région où ils vont chercher à s'établir, c'est celle qui est au sud des seigneuries, non loin de la région de Montréal. On va ouvrir à ce moment-là de nouveaux cantons qui seront les Eastern Townships, les fameux cantons de l'Est. Les loyalistes construisent tout de suite leur cabane au Canada et vivent pour quelques années comme d'authentiques colons. L'arrivée des loyalistes signifie la naissance du British North America, c'est-à-dire du Canada anglais. C'est la première grande vague d'immigrants de langue et de culture anglaise dans la vallée du Saint-Laurent. Dès le début, les loyalistes ont des revendications. Ils réclament une chambre d'assemblée comme dans chacune des 13 colonies. Au Canada, au XVIIIe siècle, le peuple n'est toujours pas représenté au niveau de l'adoption des lois. C'est l'affaire du conseil exécutif nommé par le gouverneur. L'idée d'une chambre d'assemblée fera son chemin malgré des soucis plus immédiats. Le logement, le pain, les tartes aux pommes, les desserts à la cannelle. Certains Canadiens vont accepter l'idée d'une chambre d'assemblée, alors que d'autres vont s'y opposer, car il y a des loyalistes qui demandent que seuls les anglophones puissent avoir le droit de vote. Encore une fois, les Canadiens vont être divisés. Certains sont pour une chambre d'assemblée, d'autres sont contre. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, en France, il y avait les philosophes qui disaient que le peuple était souverain. Et ici, on lisait Voltaire. On avait des journaux où on retrouvait des écrits de Voltaire. François-Marie Arouet, dit Voltaire, est sans doute l'écrivain français le plus influent du XVIIIe siècle. Passionné de justice et anticlérical, il propose de faire table rase d'un passé odieux et d'édifier une civilisation des Lumières. Il a fallu des siècles pour rendre justice à l'humanité, pour sentir qu'il était horrible que le grand nombre se mât et que le petit nombre recueillit. On va donc soumettre le problème à l'Angleterre. Et en Angleterre, il y a quelque chose qui tracasse. C'est qu'en France, depuis 1789, il y a une révolution. Une révolution qui veut rejeter la royauté et qui veut établir la suprématie du peuple. Les Canadiens suivent de près ce qui se passe en France. Ils sont friands de détails sur la prise de la Bastille. Mais c'est surtout vers la fin du mois d'août 1791 que les nouvelles en provenance de France prennent une place importante dans la Gazette de Québec et dans The Montreal Gazette. La fuite du roi à Varennes revêt une telle importance que la Gazette de Québec publie un numéro spécial de 4 pages. Ce n'est pas tant les idées révolutionnaires qui intéressent les Canadiens que le sort tragique réservé au couple royal. En 1793, Louis XVI et Marie-Antoinette sont guillotinés. Le couple royal n'a pas pris au sérieux l'acte d'accusation auquel il n'accordait, comme souverain de droit divin, aucune valeur. Tout finirait par s'arranger selon la volonté de Dieu. Mais pour les souverains, rien ne s'est arrangé.
Voici la seule illustration de l'exécution du roi publiée par les journaux canadiens. À ce moment-là, il y a des révolutionnaires qui disent que si la royauté a laissé tomber la Nouvelle-France, c'est du devoir de la Révolution de reconquérir cette colonie-là. Il est enfin en notre pouvoir de vous venger et de vous rendre aussi libres que nous, aussi indépendants que vos voisins les Américains des États-Unis. Canadiens, imitez leurs exemples et le nôtre. La route est tracée. Une résolution magnanime peut vous faire sortir de l'état d'abjection où vous êtes plongés. Le plus grand malheur qui puisse nous arriver serait de tomber en la possession de ces révolutionnaires. Tout fidèle sujet, tout vrai patriote, tout bon catholique désirant conserver sa liberté, ses lois, sa morale, sa religion, y est particulièrement et personnellement intéressé. Dans la province de Québec, il y a encore quelques Canadiens irréductibles qui ne veulent pas se dire citoyens anglais. L'évêque de Québec écrit à un curé de Bellechasse au sujet d'un de ses paroissiens: Si le nommé Harbour persiste dans ses anciens sentiments et ne veut pas reconnaître le roi d'Angleterre pour son légitime souverain et lui être soumis, il ne pourra être admis à aucun des sacrements de l'Église qui, conformément à la loi de Dieu, nous prescrit cette soumission. L'Américain David McLean, marchand de chevaux et disciple de la Révolution, veut s'emparer de Québec. Il vient dans la colonie pour soulever la population contre le gouvernement anglais. Le gouvernement fera de lui un exemple. Vous, David McLean, serez traîné à la place d'exécution, où vous serez pendu par le cou, mais non pas jusqu'à ce que mort s'en suive, car vous devez être ouvert en vie et vos entrailles seront arrachées et brûlées sous vos yeux. Alors votre tête sera séparée de votre corps qui doit être divisé en 4 parties, et votre tête ainsi que vos membres seront à la disposition du roi. Que le Seigneur ait pitié sur votre âme. La sentence n'est pas appliquée telle qu'elle, car le bourreau fait valoir qu'il est bourreau et non boucher. On veut conserver la loyauté des Canadiens ici. On va donc adopter l'acte constitutionnel. Par cet acte-là, on va régler aussi bien les problèmes des loyalistes que les problèmes des Canadiens. On va diviser le territoire de la province de Québec en 2. Il y aura le Haut-Canada et le Bas-Canada. On va donner au futur Ontario le nom de Haut-Canada parce qu'auparavant, on appelait ça les pays d'en haut, la région des Grands Lacs. La frontière était située à l'ouest de la seigneurie de Vaudreuil, ce qui signifie que le Haut-Canada aura une population majoritairement anglophone et le Bas-Canada une population majoritairement francophone. L'acte constitutionnel aussi établissait dans chacune des 2 parties une chambre d'assemblée. Au Bas-Canada, le Parlement se réunit à Québec, dans la chapelle de l'évêché transformée en salle de délibération. Celle-ci est située en haut de la côte de la montagne. Dans le Haut-Canada, le Parlement se réunit dans le hall des francs-maçons à Newark, la capitale. Newark deviendra plus tard Niagara-on-the-Lake. Les problèmes politiques n'empêchent pas l'économie de se développer. Et au premier rang figure toujours la traite des fourrures. On a vu qu'avec la conquête, il était devenu libre. Il y a des marchands de Montréal qui vont vouloir faire compétition à la Hudson Bay Company. Ils vont mettre sur pied, en 1779, la Northwest Company, la Compagnie du Nord-Ouest. Pour la fourrure, cette compagnie fait appel aux coureurs de bois qui ont pris un nouveau nom, les voyageurs. Les voyageurs sont des agents libres. Ils parcourent des milliers de kilomètres sur toute l'étendue du continent. Des Laurentides jusqu'au lac des Esclaves. Leur périple dure de 2 à 3 ans. Le chargement d'un canot se compose habituellement de 2/3 de marchandises de traite et d'1/3 de provisions. Chaque canot transporte en moyenne 200 gallons de rhum ou de vin, ce qui rend les rapides encore plus dangereux. Leur nourriture de base, à part le poisson, est le pemmican, un mets indien à base de bison. La chair du gibier est découpée en fines languettes
et sécher au soleil. À la fin du siècle, ils seront plus de 1000 à exercer le métier de voyageurs. La plupart prendront pour femmes des Indiennes et leurs descendants formeront les Métis de l'ouest du Canada. Les exploits mythiques ou réels des voyageurs font maintenant partie de la légende. Le développement de la traite des fourrures ne va pas signifier l'ouverture de nouvelles régions à la colonisation. Les Canadiens français vivent toujours concentrés dans la vallée du Saint-Laurent et la vallée du Richelieu. Québec est toujours le centre de la colonie. Sa base-ville et son fort bourdonnent d'activité. La Haute-Ville conserve un caractère rural et résidentiel, mais on y trouve les maisons d'enseignement, les hôpitaux et les grands édifices publics. Les fortifications, encore rudimentaires, seront renforcées au 19e siècle. Montréal est la plaque tournante de la traite des fourrures. C'est le lieu de résidence des principaux commerçants. La ville est reliée à Québec par le fleuve et par une route carrossable sur la rive nord. Depuis la fin des années 1710, des fortifications en pierre entourent la ville et la citadelle est située sur une butte à la hauteur de la rue Berry. Le poste de Saint-Jean sur la rivière Richelieu est un endroit stratégique dont la défense est assurée par un blockhouse. Lors de l'invasion américaine, en 1775, il sera soumis à un long siège. Gaspé est un petit port de pêche qui rivalise avec Percé. Plusieurs commerçants anglais s'y sont établis depuis la conquête. On a noté qu'après une guerre, le nombre de naissances augmente. Ainsi, dans la décennie 1760-1770, selon le démographe Henri Pain, le taux de natalité est de 65 naissances par 1000 habitants. C'est dû en bonne partie à l'augmentation du nombre de mariages, ce qu'on appelle le taux de nuptialité, beaucoup plus qu'aux pressions exercées par le clergé. On n'essaie pas de réduire le nombre des enfants, on n'essaie pas de prendre de moyens artificiels, si vous voulez, c'était le mot de l'Église, pour réduire le nombre des enfants dans la famille. Les enfants viennent au hasard des échanges sexuels et ceux-là sont laissés à leur hasard aussi. De sorte que cette population doublait ses effectifs à peu près tous les 25 ans. C'est ce qu'on observait aux États-Unis au XVIIe et XVIIIe siècle de la même manière, et dans toutes les populations de peuplement ou de colonisation, on observait une fécondité naturelle, donc une fécondité très élevée, et des vitesses de reproduction de la population qui étaient très élevées elles aussi. Il n'y avait pas de pollution, il n'y avait pas de villes qui favorisaient les épidémies. Les conditions alimentaires étaient bonnes. Je veux dire, ils s'alimentaient des truites dans les rivières, du gibier dans le bois et ainsi de suite. Alors, la mortalité était relativement faible. La présence anglaise va signifier un certain nombre de modifications dans la vie culturelle des Canadiens français. D'abord, on va commencer à avoir des journaux, ce qu'on n'avait pas sous le régime français. Québec a son premier journal en 1764 et Montréal a sa Montreal Gazette une vingtaine d'années plus tard. Au début, c'était un journal bilingue avant de devenir un journal unilingue anglais. Une autre modification importante dans la vie des Canadiens français de la fin du 18e siècle, c'est l'introduction du système de votation. Ils vont être appelés à élire leurs propres députés pour voter des lois. On a commencé d'abord par diviser le Bas-Canada en circonscriptions électorales. Dans le texte de loi, le législateur utilise le mot « personne » au lieu du mot « homme ». Cette ambiguïté accorde le droit de vote aux femmes qui ont les mêmes qualifications que les hommes. Presque une première mondiale, mais elles perdront ce droit en 1849. Les mœurs électorales, à ce moment-là, nous venaient directement de l'Angleterre. Le vote était ouvert, c'est-à-dire que
un voteur ou une voteuse se présentait devant l'officier rapporteur et disait à haute voix à quelle personne, à quel candidat, elle ou il donnait son vote. Et c'était consigné dans des grands registres, de sorte que l'on savait exactement qui était en avance. L'élection durait aussi longtemps qu'il ne s'était pas écoulé 1 heure sans vote. Pour être élu, la technique de celui qui était en avance était simple. Il engageait des fiers à bras, surnommés boulets de comté. La route était bloquée aux voteurs pendant 1 heure et le tour était joué. Comme les Canadiens français étaient convaincus que les Anglais connaissaient mieux le régime parlementaire qu'eux, lors des premières élections, on va voter dans des comtés majoritairement francophones pour des candidats de langue anglaise. Jordan, McBeath, McNider, Coffin, Grant, Young, Lees, Lind. Les Anglais ne représentent que 10 % de la population totale. Or, lors de ces élections de 1792, on va élire 16 députés anglophones, soit le tiers de la députation. Députés français et anglais s'affrontent dès l'ouverture de la première session. Dans quelle langue auront lieu les débats? Dans quelle langue seront rédigés les rapports de l'Assemblée? Dans quelle langue s'exprimera le speaker? Les députés anglais, bien que minoritaires, réclament l'anglais comme seule langue officielle. Ils veulent de plus un président anglophone, car ce serait faire injure au roi que d'élire un homme de race et de langue étrangère. Les francophones, dirigés par Jean-Antoine Panay, exigent l'égalité absolue des 2 langues. Un compromis intervient, les débats auront lieu dans les 2 langues, mais le texte anglais aura seule force légale. L'élite anglophone avait énormément d'avantages dans la société du Bas-Canada à cette époque, c'est-à-dire il s'occupait la grande partie des positions officielles, il faisait un énorme pourcentage des avocats, des notaires, complètement hors proportion à leur partie de la population. Mais avec leurs alliances avec les intérêts commerciaux et de grand capital et avec l'administration britannique, c'est évident que les politiciens allaient choisir de l'élite. Après une trentaine d'années de présence dans la province de Québec, quelques Anglais commencent à réclamer le droit de s'appeler eux aussi des Canadiens ou des Canadians. Les vieux Canadiens sont ceux que nous avons assujettis en 1760 et leurs descendants. Les nouveaux Canadiens comprennent les immigrés de l'Angleterre, de l'Écosse, de l'Irlande et des colonies, maintenant les États-Unis. Par l'acte de Québec, ils deviennent des Canadiens et Canadiens ils doivent rester toujours. Depuis la conquête, il n'y a pas eu d'affrontement majeur entre les anciens sujets, c'est-à-dire les Anglais, et les nouveaux sujets, les Canadiens français. On peut se demander si cette coexistence pacifique va durer longtemps. Ces commanditaires sont heureux de contribuer à la diffusion des grands moments de notre épopée.